passe à la fin du règne de Mazarin. J'ai oublié l'édit de Nantes. Au début du règne de Louis XIV, quoi. Vous, madame, considérez que la suite de notre conférence est reportée et regagner le lit d'une jeune fille convenable n'aurait jamais dû sortir. Même roi, les hommes, c'est rien que des mufles. Et les mousquetaires ont pris un sacré coup de vieux. Ce qui est le bien avec les hémorroïdes, c'est qu'on ne pense plus à ces rhumatismes. Allons, messieurs, allons, allons. Pourtant, il y a toujours autant d'intrigues. Je veux des résultats. Une pommade. Voilà, j'en prends, je vous touche, vous êtes mort. C'est clair? De duels. Est-ce que vous n'auriez pas une épée plus longue que la mienne, par hasard? D'amour. Quelle misère, la misère. Bref, une sacrée époque. Vous allez parler, oui. Jamais! Quant à la fille à papa, elle se pose là, non? Non, ce n'est pas Sophie Marceau, c'est la fille de D'Artagnan, dans le film de Bertrand Tavernier, le 10 à 23h sur Canal+. Bonjour et un sacre de plus pour l'Allemand Schumacher. Le pilote a remporté le Grand Prix du Japon du Formule 1. Benetton Renault est évidemment pour beaucoup dans ce nouveau succès. Christophe Josse. En pole position, Michael Schumacher, déjà assuré de son titre de champion du monde, s'élance avec une idée en tête, celle de remporter son 9e Grand Prix et ainsi d'égaler le record de victoire en une saison détenu par Nigel Mansell. Sur une piste humide, l'Allemand est immédiatement pris en chasse par le Français Jean Alesi. Très audacieux Alesi, le premier à chausser des pneus slick dès le 7e tour. Bien que pénalisé 2 fois pour départ anticipé et attaque dangereuse, le bouillant français réapparaît très vite dans les rétros de l'Allemand. En fait, le Français offre un véritable numéro au public japonais, mais à force de bouillir, voilà ce qui arrive. Moteur cassé, Alesi abandonne dès le 25e tour. Soulagement pour l'Allemand Schumacher, d'autant que derrière, Hill et Coulthard, les deux Williams Renault, connaissent des mésaventures. Et plus rien ne s'oppose dès lors à la victoire de Schumacher, son 9e cette saison, et l'Allemand offre du même coup le titre de champion du monde des constructeurs à son écurie Benetton Renault. Des affrontements entre policiers et jeunes gens de Villepinte en Seine-Saint-Denis la nuit dernière. 3 interpellations, un policier aspergé de gaz lacrymogène. Pendant ce temps-là, à Mulhouse, 5 nouvelles voitures incendiées en banlieue et même dans le centre-ville. Également 3 voitures incendiées à Argenteuil dans le Val d'Oise. À la suite des récents événements, les brigades anti-criminalité vont être renforcées dans les banlieues. Et puis hier soir également, un nationaliste corse tué à coups de fusil de chasse devant son domicile. Ça s'est passé à Corté. 11e meurtre de nationalistes depuis le début de l'année. L'inquiétude en Israël, état d'alerte pour l'armée et la police. Le chef du djihad islamique a été assassiné jeudi dernier à Malte, meurtre attribué au Mossad, le djihad qui a promis de se venger contre les Israéliens. Frédéric Lacroix. Fatih Shakaki serait mort il y a 3 jours à Malte. Il aurait été abattu de plusieurs balles dans la tête par des membres du Mossad, les services secrets israéliens. Fatih Shakaki, 44 ans, considéré comme le fondateur et le leader spirituel du djihad islamique, était recherché depuis longtemps par le Mossad. Son organisation pro-iranienne est née au cœur de Gaza et a signé depuis le début des années 80 de multiples opérations anti-israéliennes. Dernière en date, un attentat à la bombe perpétré en avril dernier près d'une colonie juive à Gaza. 7 soldats israéliens et une américaine avaient été tués. Après l'annonce de sa mort, le djihad islamique a promis de se venger. Nous poursuivrons la lutte au nom du sang des martyrs, affirme dans un communiqué l'organisation qui a toujours été hostile au processus de paix au Proche-Orient. Du coup, les autorités israéliennes sont en état d'alerte. Elles ont décidé de renforcer les mesures de sécurité. Dans la matinée, le djihad islamique a réclamé le corps de Fatih Shakaki pour pouvoir l'enterrer à Gaza, une demande qui a très peu de chances d'aboutir. En attendant, des affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens en Cisjordanie.
Le dernier bilan de la catastrophe dans une aciérie en Slovaquie orientale, 11 personnes ont été tuées par une fuite de gaz. L'explosion d'un camion piégé à 15 km à l'est d'Alger ce matin, ça s'est passé dans le centre de Ruiba. Un premier bilan a fait état d'au moins 6 personnes tuées, 83 blessés. L'attentat a presque entièrement soufflé un immeuble de 5 étages. Multiplication des attentats ces dernières semaines pour empêcher la tenue du premier tour des présidentielles en Algérie. Et puis, un incendie en Azerbaïdjan. Ça s'est passé dans la capitale, Bakou, dans le métro, un métro surchargé, et il y aurait près de 300 morts. Dans l'actualité également, l'arrivée ce soir en Grande-Bretagne du président Chirac, au menu du sommet, la coopération en matière de défense et de lutte antiterroriste. Enfin, le coude à coude, apparemment, dans les derniers sondages sur le référendum qui aura lieu au Québec demain, quasi-égalité entre le oui et le non, 200 000 électeurs indécis vont probablement faire pencher la balance. La voile avec pour la seconde fois Paul Vatine qui s'impose dans la transat en double Le Havre-Cartagena. Cette fois, il y avait à ses côtés Roland Jourdain à bord de Région Haute-Normandie. Course menée très rapidement. Course notamment marquée par l'abandon de Loïc Perron, Profit, Dumont et Campan. Et puis une cérémonie cet après-midi à Perpignan, l'inhumation en terre française de Marcel Cerdan. La dépouille de ce champion de légende de la boxe reposait depuis 46 ans à Casablanca. Sans transition, la météo, Sophie Levers. Somfy, automatisme pour volet roulant. Les dimanches de la Toussaint sont rarement très gais, c'est bien connu, et celui-là ne fera pas exception à la règle. Je vous laisse sans plus attendre découvrir le programme des réjouissances pour cet après-midi. Des éclaircies se dessineront sur la région nord et sur la Bretagne. La couverture nuageuse se déchirera par endroits sur la Normandie et la région parisienne, tandis que le ciel restera gris avec des bruines sur le quart nord-est, ainsi que sur les Pays de Loire et la Vendée. Les éclaircies domineront sur le Languedoc-Roussillon et l'est des Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel sera variable et instable, avec de nombreuses averses parfois orageuses et violentes, notamment sur la Bourgogne, la Franche-Comté et la vallée du Rhône. Les températures varieront de 14 degrés à Lille jusqu'à 23 degrés à Ajaccio, en passant par 16 à Paris. Et voilà donc pour l'essentiel. Dans un instant, Deniso et ses invités de Télédimanche, suivi de la semaine des Guignols, de quoi évidemment rester sur Canal, bien sûr. J'ai vu beaucoup des moments de l'histoire, à peu près tous. Ça s'est trouvé comme ça, comme dans un livre. Au plus loin que je me souvienne, j'ai ce blouson. C'est comme le hasard, je ne sais pas. C'est un moment formidable. Pas plus drôle que ça, avec des yeux noisettes en amande. À voir avec le désir, quelque chose comme ça. Dans les 20 secondes qui vont suivre, 40 hectares de forêt seront encore détruits. Nous sommes la dernière génération à pouvoir éviter ce désastre. Les plus grands artistes unis sur un même album pour sauver notre planète. Sauvons la vie, sauvons la Terre. – 1h20 du matin, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre, je sais, c'est tard, mais ça vaut le coup. En direct de Las Vegas, Mike Tyson et James Buster Matisse ont promis un vrai combat. Et ce n'est pas tout, un autre choc tout aussi spectaculaire, ce qui se fait de mieux chez les lourds actuellement, Riddick Bowe contre Evander Holyfield. Tout cela bien sûr entouré par une flopée de championnats du monde, et pour la première fois aux États-Unis, le français Julien Lorcy. Samedi 4 novembre, retenez bien votre nuit à Las Vegas, premier coup de gong à 1h20, et pour les couches tôt, les meilleurs moments rediffusés dimanche à 15h35. Nokia Télévision Satellite vous présente Télédimanche.
Salut, les invités de Télédimanche arrivent tout de suite. Il s'agit aujourd'hui de Bruno Mazur. Il fête ses 20 ans de télé. Un invité surprise viendra le saluer. Il est dans cette voiture. Avec aussi Vanessa Demouy qui va rencontrer pour la première fois Pascal Sevran. Je réserve mes déclarations officielles pour Monsieur Delarue. Je vais le voir tout de suite. À part ça, il va très bien, il n'y a pas de problème, on le retrouvera tout à l'heure. Les scoops de Télédimanche avec Marc-Olivier Fogiel, on commence avec Christophe de Chavannes. Qui prépare 3 émissions spéciales en tant que producteur qui seront diffusées à 20h30. Un Combien ça coûte dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Une émission consacrée à Mariti et Gilbert Carpentier. Et une dernière sur les séries américaines. Sonia Dubois. Qui vient de sortir un livre, revient à la télé. Elle va présenter à partir du 9 novembre une rubrique dans Matin Bonheur aux côtés d'Olivier Mine. Alain Bougrain-Dubourg travaille en ce moment pour Canal+. Il prépare un bêtisier sur les animaux qui sera diffusé le 24 décembre au cours d'une journée spéciale animaux. Sandrine Dominguez arrête son émission Troque-moi tout. La chaîne ne reconduit pas son émission. Roger Giquel a tourné dans le nouveau film d'Étienne Châtilliez. Il y interprète le rôle d'un présentateur de reality show. Canal+. Prépare pour la Saint-Valentin une nuit fleur bleue. On se retrouve après la pub avec Bruno Mazur et l'invité surprise. Entre, il y a une raquette pour toi dans le bureau de mon père. Hé, ça marche, on va pouvoir s'amuser. Arrête, mon père va nous tuer. Fiat Bravo, la compacte tracée. Fiat Brava, la berline de caractère. Agrandi. Laisse-moi faire. L'autre aussi. On continue? Allez, vas-y. Tu te vois au volant? Attends qu'on éloge. Hé, il y a déjà un équipement stéréo. Et les moteurs essence, tous multi-soupapes? Oui, bon, bah fais voir les couleurs plutôt. Fiat Bravo, Fiat Brava, le choix. Alors, on en était aux couleurs. Regarde, comme je faisais du bruit quand j'étais enfant, il y a 60 000 ans. Qu'est-ce que tu es vieux? Non, je suis jeune de 60 000 ans. Regarde, cette terre donne à l'eau de Volvic les oligo-éléments de ma jeunesse, pour que ta jeunesse déborde tous les jours. Le film aux 6 Oscars, dont celui du meilleur acteur, Tom Hanks, meilleur réalisateur, Robert Zemeckis, et meilleur film de l'année. Forrest Gump, l'événement vidéo de l'année. Chaque automobiliste n'a pas besoin des mêmes protections en matière d'assurance. Le nouveau contrat Profil des Mutuelles du Mont Assurance, c'est l'assurance auto au kilomètre qui s'adapte maintenant au profil de chacun. Contactez votre conseiller Mutuelle du Mont Assurance. Mutuelle du Mont Assurance, l'autre logique de l'assurance. Avec Indix, vous avez 20 indices pour trouver la réponse. Exemple. Je suis un très grand compositeur autrichien. Je suis très célèbre. Ah, je l'ai su. Il est vraiment C'est célèbre. un classique. Il a joué quoi? Autre indice. Je suis le plus célèbre des pêcheurs de truites. Le premier qui trouve a gagné. Indix, un jeu MB. Énergie présente. Life, le nouvel album de Simply Red. Simply Red, le retour de la plus belle voix de soul musique blanche. Life, le nouvel album de Simply Red inclut le tube Fairground. La carrière télévisuelle de Bruno Mazur a démarré le 1er novembre 1975. Il y aura 20 ans mercredi prochain. Bruno Mazur, bonjour, vous êtes avec nous. Quel est le secret de votre longévité professionnelle? Est-ce que je dois le dire? Je couche beaucoup. J'ai eu au moins 10 PDG, c'est pour ça que j'ai un peu de cerne sous les yeux. Bien, vous parlerez plus sérieusement, je pense, dans quelques instants. On va évoquer votre vie professionnelle, votre œuvre, l'info télé d'aujourd'hui et une surprise pour vous. Alors, on commence tout ça dans 3 minutes, si vous le permettez. D'abord, l'ex-Yougoslavie avec un document réalisé par les journalistes de la BBC. Ce document, qui dure un peu plus de 4 heures, sera diffusé demain pour les abonnés de Canal+. Catherine Lamour, directrice des documentaires à Canal, en a acquis les droits pour la chaîne cryptée, alors qu'à l'étranger, ce document a été repris dans tous les pays, essentiellement par des chaînes de services publics. L'info sur l'ex-Yougoslavie, qui nous arrive chaque soir morcelé, et là, reconstitué, c'est une tranche d'histoire. Isabelle Billet. Il leur a fallu 2 ans aux équipes de la BBC, 2 ans de préparation et d'enquête pour réaliser le document que Canal+ diffuse lundi soir. Son nom, Yougoslavie, suicide d'une nation européenne. C'est une série de 4 heures découpée en 5 épisodes et qui raconte, dissèque 4 ans de moments clés dans un conflit. C'est l'autopsie d'une lente agonie. Les auteurs ont tenté d'écrire pour la télévision l'histoire comme on l'écrirait dans les livres, en recoupant faits et témoignages, et pour cela ils ont fait parler les principaux protagonistes du conflit.
J'ai pensé que si j'étais assassiné, cela prouverait au monde entier que Belgrade menaçait la liberté et la démocratie en Croatie. C'est pour ça que j'y suis allé. C'est vraiment très différent parce que ce que nous avons essayé de faire et qui n'a pas été fait dans d'autres documentaires, c'est que nous sommes allés voir les sommités, ceux qui ont décidé et ont fait la politique. En arrivant, nous avons vu des autobus militaires et des officiers nous ont dit que la réunion aurait lieu au quartier général de l'armée. Nous avons essayé de les persuader de nous raconter les moments clés du conflit dans leurs moindres détails. Et ceux que les journalistes de la télévision britannique ont interrogés sont croates, bosniaques, slovènes ou serbes, des leaders politiques ou des chefs militaires qui tous ont accepté de raconter leur vision de la guerre. Et parmi ceux-ci, celui dont on parle beaucoup mais que l'on entend peu, le président serbe Slobodan Milosevic. Milosevic était d'accord sur le principe de nous accorder une interview. Et ça, c'était bien. Mais chaque semaine, quand nous l'appelions pour un rendez-vous, il disait « Non, pas cette semaine, non ». Alors nous en avons parlé à sa femme et elle nous a dit « Pour lui, c'est comme aller chez le dentiste. Il sait qu'il doit le faire, mais il repousse tout le temps. » C'est absurde. Quand la guerre a commencé, on nous accusait, nous, Serbes, de nationalisme. Nous. Što se I danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Pour compléter ces témoignages, ces aveux parfois jamais formulés, la BBC a recherché puis replacé des images d'archives inédites. L'ensemble de ce document a été réalisé en cours de conflit et ce fut bien toute la difficulté de cette enquête qui s'est arrêtée l'été dernier. Je suis pratiquement sûre que tout le monde va détester le film. Les Serbes, les Croates, peut-être même les Bosniaques. Et pour cela, je pense qu'il sera difficile de retourner là-bas pour filmer. Mais si personne n'aime, ça voudra dire aussi qu'on a bien fait notre travail. Alors Bruno Mazur, l'actualité à l'étranger, c'est vrai, est toujours morcelée au JT. Croyez-vous que la bande de Gaza ou la poche de Bihatch dont vous parlez communément soient des repères pour le téléspectateur, des repères précis? Non, justement, c'est notre problème, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ne lisent pas Le Monde de A à Z tous les après-midi. Et donc c'est vrai, c'est un puzzle et qui est sûrement pas reconstitué dans l'esprit des gens. Alors on essaie régulièrement, il y a de temps en temps, il y a une émission comme Géopolis qui fait ce genre de dossier, il y a des dossiers, il y a des reportages d'envoyés spéciaux, etc. Mais c'est vrai, moi j'ai bien conscience que quelquefois on parle chinois aux téléspectateurs, parce que c'est sûr, la poche de Bihatch. Et en plus, pour être tout à fait franc, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas la préoccupation principale non plus, il faut bien le dire. Alors, on va revenir à vous maintenant. Pourquoi êtes-vous devenu journaliste de télévision il y a 20 ans? Parce que j'étais un peu au placard à Radio Monte Carlo, et que j'avais envie de sortir de mon placard. Parce que c'était après l'élection de Giscard d'Estaing en 1974 et que j'étais apparemment pas jugé fiable politiquement. Donc on m'a envoyé, j'étais au service politique, donc on m'a envoyé faire flash et journaux à la maison mère, à Monaco. Bon, c'était agréable, je faisais du voilier et du ski toute la journée, mais je me suis demandé si à 30 ans je prenais ma retraite ou si je me donnais un coup de pied, et je me suis donné un coup de pied. Alors quand